Waouh, salut. Je vous donne juste un tout petit peu ce beau ciel-là. La vue de ce beau ciel, juste le temps que j'essaye de mettre le thème du live. Bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Voici ce qui détruit ton couple. Parfait. Je pine le commentaire. Et je suis là. Hello Tiffany, ça va? Come on. Voilà, salut Betty. Salut, salut, comment vous allez? Ouh. Les gars, vous voyez, j'ai upgradé. Les gens ont eu pitié de moi. On m'a prêté un Osmo, on m'a prêté un trépied. Donc, je peux être assez... Salut, attends, je vais wave. Salut, salut, salut Betty. Voilà. Oh, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, mais voilà. Je me suis un peu reposée, ça va mieux. C'est pas trop la grande forme, mais ça va bien. Salut Charlie, comment ça va? Alors aujourd'hui vous avez vu le thème, hein. Pourquoi le thème n'est pas piné? C'est bizarre. Salut, dites-moi si vous voyez le thème, parce que j'ai cru l'avoir piné, mais en fait c'est pas piné. Ah, Elijon est là, donc je vais l'inviter. Voilà, j'espère que c'est fait maintenant. Je vais l'inviter. Bah, Elijon, c'est tout simplement un ami, un frère. On parle de quoi today? J'ai piné le titre maintenant, Charlie. Tu vois le titre, dis-moi. On parle aujourd'hui de Voici ceux qui détruisent ton couple. C'est la toute première vidéo d'une série. On aura en tout 4 couples. Aujourd'hui, on parle avec Elijon, qui est au Gabon, mais qui est béninois, qui est marié, père de 2 merveilleuses petites filles. Et Onésia, ça va? Et voilà, il va nous parler d'un point, la responsabilité de chaque conjoint. Salut SKN Elixir, toi qui es arrivé assez épinglé, yes, parfait. Elijon Request, parfait. Je vais l'inviter tout de suite. Comme ça, on va pas trop tarder et on va passer au sujet. En tout cas, salut à tous. Hein. N'hésitez pas à partager le lien du live. Je vais faire en même temps qu'on va parler. Peut-être que si vous voyez que je manipule mon téléphone, c'est ça. Elijon, j'ai accepté ta request. Parfait. Alors là, ça se connecte, ça se connecte. Et voilà, Allô? salut, salut. Comment vas-tu? Bonsoir. Très bien, Mila, et Bonsoir, toi? ça va? Ça va Tu dis? très bien, merci. C'est bon, tu m'entends bien? Tu m'entends? Je C'est bon? t'entends très bien. C'est un tout petit Parfait. peu sombre, mais je t'entends très bien. La connexion Ok. aussi est là. Les gens arrivent. Il y a Mademoiselle Bach, il y a Yama Diapo, je vous salue. Et voilà, Super. Élie, dont je parlais tout à l'heure, il est là pour discuter avec nous, hein, et nous donner, il y a René qui est très content, pour nous donner en tout cas son expérience. Moi, je veux dire que c'est un ancien jeune marié. Parce que moi, je me suis mariée depuis longtemps, je suis jeune mariée. Je ne peux même pas parler de ça, je ne peux même pas. Mais lui, il a eu une expérience et ma mère me dit toujours, tu peux dire que quelqu'un est vraiment marié et qu'il est passé par l'expérience du mariage après 2 enfants. Parce que quand tu n'as pas d'enfant, c'est la lune de miel. Un enfant, ça peut aller. 2 enfants, là, c'est chaud. Et si vous savez gérer ça, je crois que maman dit toujours que si les gens savent gérer ça, c'est bon. Donc là, je crois qu'il a fait ce qu'il faut. Voilà. Donc, j'aimerais que tu parles déjà que tu te présentes un peu et les gens, tu dis ce que tu fais Allez, professionnellement et puis parler de ta femme un tout petit peu et de tes princesses. parfait, parfait. Allez, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à cette merveilleuse communauté de Mila. C'est un plaisir pour moi de me retrouver avec vous aujourd'hui. Bon, elle a dit, hein, moi c'est Elijon Tossa, je suis béninois et je suis de formation ingénieur télécom. Donc, je suis marié effectivement depuis 2014, donc bientôt 6 ans. Donc, depuis 2014, j'ai 2 enfants. J'ai une merveilleuse épouse qui est togolaise. Alors, pour la petite histoire, Mila, moi je suis Oui. béninois. J'ai étudié Mhm, au Sénégal, d'accord? mhm, Je me suis marié au Sénégal à une béninoise et mhm. j'ai fait des enfants donc sénégalaises. Donc, tu vois, donc c'est une famille vraiment panafricaine. Waouh, 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 waouh. C'est une famille vraiment panafricaine, un peu comme la tienne d'ailleurs, Oui, d'accord? vive Qui la. nous permet justement, voilà, ça nous permet de faire ce bon brassage culturel qui nous Mhm, permet de mieux analyser certaines différences et de mieux comprendre les choses. Voilà, mhm, donc mon épouse, elle est togolaise, comme je le disais tout à l'heure, elle est administratrice financière. Donc une mhm, merveilleuse temps d'épouse que j'ai connue depuis, depuis 2017. mhm. Euh, ouais. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est ça, depuis 2007 plutôt, excusez-moi. Depuis 2007 que je l'ai connu.
D'accord. Depuis 2007. Avant qu'on se marie en 2014, d'accord? Et qu'aujourd'hui, on est 6 ans de mariage. Donc, on se connaît depuis près de 15 ans déjà. Voilà. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'elle? Elle est très attentionnée, très douce. Une femme que je respecte beaucoup, passionnée et effectivement de Dieu, et qui est très calme, très posée, très intelligente. Et comme j'aime bien la décrire, elle est très simple. Elle n'est pas du tout compliquée. Elle sait comment me prendre, elle sait comment m'aider, elle sait comment être cette aide-là, effectivement, pour moi. Voilà. Et j'ai deux merveilleux enfants, Déborah et Dorcas. Ce sont mes précieuses que j'admire et que j'apprécie beaucoup. Elles font ma joie. Elles me permettent d'être une meilleure personne de moi. Elles me permettent d'aller plus loin. Elles me permettent aussi de me préparer et de leur offrir le meilleur de moi et le meilleur pour leur avenir aussi. Voilà. Donc, je crois qu'elles ont, alors, elles ont, je crois, 4 ans et 4 ans, c'est 4 ans. Hein, c'est ça, 4 ans et 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. 4 ans. Voilà. Alors, voilà. On a donc un couple de jeunes mariés, professionnels tous les deux. Et très occupés aussi. Hein. Je crois que vraiment, vous avez tous les deux des fonctions, vous êtes quand même assez occupés. Et vous êtes aussi chrétien, engagé à l'église. Je ne sais pas si tu es engagé aussi dans des œuvres caritatives, ça, je suis pas au courant. Oui, des petites associations à gauche, à droite, mais rien de plus formel. Ouais. D'accord. Alors là, on va parler du couple. Et je disais, quand je mettais les affiches, que je pense que tout le monde est intéressé parce que ce qui se passe dans le couple, c'est que deux personnes qui viennent d'univers totalement différents se rencontrent. Ouais. Surtout là, c'est de deux pays différents. Dans un autre pays, vous rencontrez, oui, vous tombez amoureux, mais après, il faut vivre ensemble et c'est tous les jours. Donc, il y a des différences. C'est du relationnel, en fait. Et moi, je pense que même dans nos milieux professionnels, on peut tirer de ce dont on parle, de l'expérience des gens qui vivent en couple pour pouvoir améliorer nos relations. Mais sinon, tous ceux qui sont fiancés, vraiment, restez là. C'est très important d'écouter. Comme le disait le docteur Miles Monroe, paix à son âme, le mariage, c'est le seul endroit où tu viens, on te donne le diplôme et puis on va et puis tu gères. Même on te fait suivre au moins 2 mois, on te fait 2 tests. Mais le mariage, aucun test et puis on te lance. Mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à changer. Et ça, c'est une des sessions qui va nous aider, 4 séances qui vont nous aider à changer avec des gens qui sont dans différents stades de leur vie, avec des mariages plus ou moins totalement harmonieux, avec des gens qui ont des carrières différentes. Vous allez voir, le dimanche prochain, on aura une chanteuse, donc c'est totalement autre chose. Et voilà, c'est juste pour montrer que c'est faisable, que ça peut se faire. Alors, tout à fait. Et donc, oui, oui. Déjà, pour aller dans le même sens que toi, j'ai l'habitude de dire à ces personnes-là que je conseille dans le sens des fiançailles ou du mariage, j'ai l'habitude de leur dire en fait que très souvent, nous allons tous à l'école pour devenir ingénieur en télécom, journaliste, pour devenir docteur, mais nous oublions en fait d'aller à l'école du mariage. Nous oublions en fait d'aller à l'école pour être de bons maris, d'aller à l'école pour être de bonnes femmes, d'aller à l'école pour être le bon conjoint. Et ça, c'est très important. Je pense, comme tu l'as dit, c'est important de revoir, de remodeler, de repenser en fait cette institution qui, pour moi, est très importante, de sorte à former les personnes à être de bons maris et à être de bonnes femmes. C'est très, très important. Je pense qu'il est important de s'y mettre à fond parce que finalement, beaucoup de couples se cassent tout simplement parce que, en réalité, les personnes qui se sont réunies n'ont pas pris le temps de se former. Ils n'ont pas pris le temps de se connaître, n'ont pas pris le temps de savoir en fait quels sont les challenges qu'ils auront dans le mariage. Et nous avons eu cette grâce et aujourd'hui, bien qu'en ayant fait cette formation, bien qu'en ayant eu cette grâce, je peux t'assurer que c'est pas du tout évident. Donc, imagine encore quelqu'un qui n'a pas du tout été formé, qui ne connaît pas les challenges. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a René qui demande comment aller à l'école du mariage parce qu'il n'y a pas d'école officielle. Oui, justement, aller à l'école du mariage, s'il n'y a pas d'organisation qui est en place, il faut pouvoir trouver des personnes qui pourront te dire voici comment il faudrait faire. Si tu penses mariage, voici les différentes étapes que tu dois pouvoir suivre. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont disponibles, il y a des personnes ressources qui sont là, sûrement dans ton entourage, sûrement dans ton église, sûrement dans ton lieu de travail, je ne sais pas, mais dans ton entourage, tu dois pouvoir identifier des personnes qui ont une certaine expérience du mariage et qui pourront t'accompagner. S'il n'y a personne s'il n'y a pas une organisation en tant que telle qui t'accompagne, c'est à toi, en fait, de pouvoir te dire, voilà, je pense mariage, je suis prêt à le faire. J'identifie des personnes qui pour toi sont des personnes ressources, sont des personnes qui ont la qualité, qui ont l'expérience et qui pourront te dire voici comment il faut faire.
bien évidemment, il y a des personnes qui sont formées pour ça. Il y a des personnes qui ont fait la formation qu'il faut et qui peuvent te le faire étape par étape. Mais il y a aussi des personnes qui, de par leur expérience et qui ont ce désir-là d'apporter, d'échanger de leur expérience, peuvent t'accompagner tout simplement. Voilà. Et si tu le fais, déjà, tu es déjà à l'école du mariage. D'accord. Alors, j'avais pas fait mon intro parce que j'avais commencé bim bam boum, je vais la faire maintenant. D'accord. Bonjour. Bienvenue à tous. Ali Solo Namila. C'est ici, dans cet endroit, un espace où nous travaillons pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Nous échangeons notre expérience, nos connaissances, notre vécu, nos erreurs, nos réflexions. On échange tout. Et là, c'est la première vidéo de la série sur le mariage. Voici ce qui détruit ton couple. En fait, on va juste parler des points qui sont très importants à connaître selon l'expérience de nos invités. Pour mener à bien notre couple, notre vie de couple. C'est pas le mariage le plus important. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est le plus intéressant, les vestes, les robes et tout, mais le plus important, c'est vraiment la vie de couple et la vie de famille, parce qu'on va voir qu'on a des aides qu'on peut venir ici, qui ne nous ont pas demandé à être là, mais il faut qu'on leur offre une vie harmonieuse. Alors, Elijan, tu as choisi de parler de la responsabilité des conjoints, de chaque conjoint dans le couple. J'ai vraiment trouvé ça super intéressant parce qu'on parle beaucoup de la communication, je sais pas moi, un peu de l'argent, mais la responsabilité, on en parle pas, sauf quand on arrive devant des problèmes. Donc là, nous, on vient être vraiment pas les médecins après la mort, on aimerait vraiment parler de ce qui se passe. Je voulais juste revenir sur un commentaire qui disait les parents, les guides spirituels aussi peuvent être des gens qui peuvent nous guider dans l'école du mariage, comme Elijan disait tout à l'heure. Alors, les thérapeutes conjugales aussi. Alors, Elijan, je te laisse développer ton tout premier point. Et s'il y a des questions, on va les poser au fur et à mesure. Hein. Voilà. Merci encore, Mila. Alors, pour moi, j'ai voulu parler de la responsabilité parce que pour moi, je pense que c'est très important. Pour moi, même, c'est la base. C'est la base. En fait, la constitution morphologique, émotionnelle, psychologique de l'homme et de la femme, c'est complètement différent. Et pour moi, c'est l'une des raisons qui prouve justement que l'homme ou la femme ont été bâtis, ont été formés, d'accord, pour avoir des responsabilités complètement différentes. Je pense qu'il est important de réaliser que nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas les mêmes choses. La femme est différente de l'homme, sur le plan morphologique, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel. Et cette différence, justement, nous confère des responsabilités, qui sont aussi des responsabilités différentes, et qui, pour moi, doivent être portées par les intéressés. Donc, il est important, justement, de connaître quelle est la responsabilité de l'homme, de connaître quelle est la responsabilité de la femme, pour, justement, éviter d'usurper les responsabilités. Parce que c'est le fait d'usurper les responsabilités qui va finalement être l'une des sources de conflits, l'une des choses qui vont vraiment tuer le couple. Finalement, l'homme ne sait pas ce qu'il doit faire, la femme ne sait pas ce qu'il doit faire, ou même parfois quand vous le savez, la femme prend le rôle de l'homme, ou l'homme prend le rôle de la femme. Et ça, c'est pas du tout intéressant. Du coup, il est important justement pour moi de revenir et de savoir en fait quelle est la responsabilité de l'homme dans le mariage, quelle est la responsabilité de la femme dans le mariage, du moins si tu veux dans le couple. Voilà, c'est pourquoi j'ai tenu en fait à d'abord en parler. Et je pense que c'est très important. D'accord, je pense que il y a quelqu'un qui a fait un commentaire assez personnel. Je pense qu'on peut-être à la fin, on va revenir peut-être sur ça. Hein, si vous voulez, si vous avez des questions si tu as des questions à poser à Elijan par rapport à ta situation, dis-le comme ça, on va en parler à la fin. Parce qu'elle dit alors elle ou il dit qu'elle est séparée, fraîchement, en voie de divorce. En voie de divorce, c'est ça. Le mensonge et le manque de confiance est le premier mal. Laisser aussi à son conjoint, il faut laisser à son conjoint le temps de faire ses preuves. Charlie, dis-moi d'abord, je crois que c'est une femme. Et voilà. Et si tu veux qu'on revienne sur ça à la fin. Mais entre-temps, Elijan, je crois que tu vas avancer. Comme ça, c'est une bonne plus de détails. Ou bien ça dépend de toi. Non, c'est bon. Donc, je vais avancer. On pourra revenir tout à l'heure pour si elle nous donne un peu plus d'éclaircissement, il ou elle. Alors, il y a un point aussi que j'aimerais vraiment éclaircir. Pour moi, il y a deux notions qui sont importantes dans le foyer ou dans le mariage. Il y a la notion de famille et la notion de foyer. D'accord? Oui. La famille, comme le définit le dictionnaire, en fait, c'est un groupe d'individus de même parenté vivant sous un toit, sur un même toit. Donc, une famille, la famille est composée du père, de la mère et des enfants. Donc, un groupe d'individus de même parenté et qui vit sur un toit. Le foyer, par contre, c'est le lieu physique où habite la famille. D'accord? Donc,
famille, c'est la constitution, l'ensemble formé du père, de la mère et des enfants. Et le foyer, c'est le lieu physique où habitent ces différentes personnes qui font la famille. Et donc, c'est de ces deux mots qui vont sortir clairement les deux responsabilités majeures du conjoint. La première responsabilité qui va à l'endroit de l'homme, c'est que l'homme est le chef de la famille. Et la femme est le chef du foyer. Donc, l'homme est le chef de la famille, la femme est le chef du foyer. Il y a une grosse confusion dans ça. C'est que parfois, quand on dit chef du foyer, la femme pense que c'est elle qui est la chef de la famille, ce n'est pas le cas. Donc, l'homme est le chef de la famille et non le chef du foyer. Et la femme est le chef du foyer et non le chef de la famille. Donc, l'homme, en tant que chef de famille, d'accord, donc pour moi, c'est très important de revenir dessus. L'homme, en tant que chef de famille, il est garant, il est responsable des personnes physiques qui constituent la famille. Donc, il est garant de son épouse, il est garant de ses enfants. La femme, en tant que chef du foyer, elle est garante de l'espace physique que forme la famille. Elle est garante de la gestion de cet espace physique-là, de ce foyer que forme la famille. D'accord? C'est bon un peu, Mila? Oui, oui, ça va très bien. Donc, voilà, très bien. Donc, à partir si on comprend bien cela, on va clairement pouvoir identifier clairement, en tant que chef de famille, qu'est-ce que l'homme doit pouvoir faire? Qu'est-ce que l'homme doit pouvoir faire? Donc, en tant que chef de famille, l'homme se doit de définir le type de famille qu'il est en train de former. L'homme se doit de définir la vision, la trajectoire que doit suivre sa famille. Vous verrez que l'homme va être très porté sur la gestion de la personne, de l'être humain, de la personne de sa femme, de la personne de ses enfants. C'est comme si, finalement, l'homme devient le coach de son épouse et le coach de ses enfants. C'est lui qui va s'occuper de leur développement personnel. D'accord? Il va s'occuper de leur sécurité. Il va s'occuper de satisfaire à leurs besoins, d'accord, leurs besoins vitaux. Il va s'occuper de leur croissance sur tous les plans, croissance physique, croissance spirituelle, croissance professionnelle, ainsi de suite. Il va s'assurer en fait que sa famille ait tout ce qu'il faut. Donc, c'est l'homme qui va définir les différents levels, les différents niveaux de sa famille. D'accord? Donc, clairement, si on vient dans une famille, on doit pouvoir identifier quelle est la vision de la famille. Est-ce que l'homme doit pouvoir se poser quelle est la vision? Qu'est-ce que ma famille doit faire dans ce monde? Ça, c'est très important. Autant il se pose la question, autant il pose la question pour sa famille. Donc, pour ceux qui sont croyants, on va se poser la question de savoir, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de ma famille et moi? Ça, c'est une question très importante auquel on doit pouvoir répondre. Okay? Et pour te dire, lorsque nous on a commencé, mon épouse et moi, on a commencé à se préparer pour le mariage. Pardon, Soline qui vient de nous rejoindre. Hein? Elle vient de nous rejoindre là. Salut Soline. Ah, parfait. Salut chérie, ça va? Alors, donc je disais que lorsque nous avons commencé à nous préparer, mon épouse et moi, ce sont des questions qu'on s'est posées. Personnellement, je me suis posé cette question. Quelle est la vision de notre couple? Quelle est la vision de notre famille? D'accord? Oui. Si on n'a pas de vision, on va vers la perdition. La vision nous permet en fait de pouvoir définir des objectifs et de pouvoir être focus sur ces objectifs-là. Si tu trouves une femme, si tu trouves une fille, et que tu veux aller loin avec elle, vous devez avoir une vision, vous devez avoir une trajectoire. C'est très, très, très important. Mais comment ça se passe? Est-ce que vous en parlez? Tu as dit avant, c'est la question aussi que j'avais poser, mais est-ce que vous partagez ça? Est-ce que la vision aussi, je ne sais pas, est-ce que tu as remarqué que ça peut changer aussi quand vous évoluez? Et si jamais il y a un décalage dans la vision, si l'épouse n'adhère pas à la vision du mari ou bien du futur mari, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut arrondir les angles ou est-ce que c'est vraiment un deal breaker? Il faut déjà éviter de se marier si on n'a pas la même vision. Non, pas du tout. En fait, le fait de comprendre qu'il y a une vision et d'y penser, c'est déjà la plus importante chose à faire. Et ensuite, ça doit faire l'objet d'une discussion, d'une communication commune entre l'homme et la femme. Parce que la vision de l'homme et la vision de la femme vont finalement, comment on appelle ça, s'entremêler. Ils vont avoir un point commun qui va finalement devenir la vision
du foyer, la vision de la famille. Qu'est-ce qui se passe? L'homme quand il naît, il a sa vision, il a ses ambitions. Je veux être tel, je veux arriver à tel niveau. Il en est de même pour la femme aussi, d'accord? Et je disais ça récemment à quelqu'un, je lui ai dit en fait que si j'ai fait le choix de me marier très tôt, c'est parce que j'ai compris que j'ai ma vision, mon épouse a sa vision. Si je continue pendant longtemps à rester sur ma vision à un moment donné sera obligée d'être estompée parce que quand j'aurai ma femme, ma vision ne sera plus ma vision, ce sera maintenant la vision de mon foyer, de mon couple. Donc, autant très vite se retrouver, définir une vision commune pour aller ensemble sur la base de cette vision. Donc, la femme va partager sa vision, l'homme va partager sa vision. Ça va faire l'objet d'une communication, d'un échange commun et identifier les points communs de cette vision. Et sur la base d'un échange, d'un dialogue, définir une vision commune. La vision, effectivement, comme tu l'as dit, elle peut être renouvelée, elle peut être changée. Sur le fil du temps, sur le fil des années, elle peut être changée, elle peut être renouvelée. D'accord? Mais le fil conducteur, je pense, à mon avis, va être la même. C'est vrai? C'est pas que l'homme va être le même. Le fil conducteur, c'est-à-dire le fil conducteur va être le même. D'accord? Oui. Donc, l'homme ne vient pas ici comme un gourou pour dire, écoutez, voici ce que nous allons faire. Non, 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 c'est pas ça. Voici ce que je vois. Voici ce que je pense que nous pouvons faire. Nous en discutons plutôt et nous trouvons un terrain d'entente. Et il est garant de cette vision. Il est garant de rappeler à chaque fois à sa famille, voici là où nous voulons aller et voici les sacrifices que nous devons faire pour y arriver. D'accord. Il y a une question par rapport à la vision. Il y a Ginazao qui demande quel est un exemple d'une vision de couple. Un exemple d'une vision de couple. D'accord. Alors, là, je vais vous partager notre vision à mon épouse et moi. Oui. Notre vision, ça a été aussi le thème de notre mariage. Notre vision, c'est la restauration des cœurs brisés pour des nations dont l'Éternel est Dieu. Nous avons, je reprends, la restauration des cœurs brisés pour des nations dont l'Éternel est Dieu. Nous avons compris que le couple, la famille, est la cellule de base de la société. Et donc, tout couple, toute famille qui va produire des individus pour la société. Et ces individus-là, s'ils sont bien éduqués, s'ils sont bien enseignés dans la famille, dans le couple, pourront être des éléments importants qui vont influencer la nation. Donc, nous avons pour vision, dans tout ce que nous faisons, de pouvoir encourager, de pouvoir être des acteurs qui vont encourager, qui vont être des acteurs de restauration des cœurs là qui sont brisés, qui soient les couples qui sont prêts à se former, les couples qui sont déjà formés. Nous nous sommes donné cette vision-là de travailler chaque jour à encourager ces personnes de sorte à créer véritablement des personnes, des enfants, des foyers, des familles qui vont influencer leur environnement et donc créer des nations pour lesquelles l'Éternel est Dieu. Donc c'est ça notre vision. Dans tout ce que nous faisons, nous nous efforçons, d'accord? Nous nous posons la question, est-ce que nous sommes en train d'atteindre notre vision? Donc, est-ce que nous sommes en train de faire ce pourquoi nous sommes appelés? Ce pourquoi tout simplement notre raison de vivre. Voilà. Donc, c'est un exemple si ça peut aider quelqu'un. Bon, il y a une question de Renésia, mais je pense que je vais, après, on verra si tu vas répondre à ça après, parce que c'est pas totalement ce dont tu es en train de parler. En fait, elle dit si le couple a une vision, mais que l'homme a peur de s'engager parce qu'il a été blessé dans le passé, je crois qu'il parle de blessure intérieure et tout ça. Comment faire? Bon, moi, je vais vraiment te demander si tu peux d'aller sur la chaîne YouTube. Enfin, tu vas sur mon profil, tu vas cliquer, il y a un lien. C'est la chaîne YouTube parce qu'on avait parlé de gérer ses pulsions, gérer ses émotions. Et surtout pour gérer ses émotions, c'est 1 et 2. Il y a 2 parties. Et là, je pense qu'on peut trouver beaucoup de choses pour guérir, de ne pas se laisser dépasser par ce qu'on a expérimenté hier et pour pouvoir vivre pleinement son futur. Mais après, peut-être que Elijan va répondre à ça, mais vraiment après. Et Elijan, je te laisse continuer. Je te laisse continuer par rapport aux responsabilités. Ok, parfait. Alors, donc, l'autre responsabilité qui pour moi est très importante, toujours liée à l'homme. Alors, en fait, l'homme est celui qui doit être capable de discerner les différents levels de sa famille. C'est-à-dire, il doit pouvoir dire que, voilà, ma famille, nous avons vécu tout ce temps à ce niveau. Maintenant, il faut que nous passions à notre niveau.
le mari est celui qui doit être le déclencheur des différents niveaux de sa famille. D'accord? Mhm. Tant que l'homme ne pourra pas identifier qu'il est maintenant temps que ma famille puisse passer à un autre niveau, il y aura un problème. Alors, pour la petite anecdote, je vous donne un petit exemple. Oui, oui, Je me oui. rappelle très bien que lorsque je venais de me marier avec mon épouse, très jeune marié, on commençait à peine de travailler, donc financièrement, c'était pas trop ça. Et Mhm. juste après le mariage, elle tombe enceinte et après, maintenant, il fallait gérer l'enfant. Donc, elle tombe enceinte, on gère tout ce qu'il faut et maintenant, il fallait accoucher. Pour, pour l'accouchement, la vérité, c'est qu'on n'avait pas les moyens pour aller dans une clinique. On n'avait pas les moyens Mhm. de quoi aller dans une clinique. Mais heureusement, ayant une femme qui a bien compris ma vision et qui l'a complètement épousée, elle m'a dit, écoute, chérie, on va le faire comme tout le monde. On va le faire dans un hôpital étatique, dans un hôpital de l'État, et puis tout va bien se passer. Je t'inquiète pas pour ça. Et moi, je l'ai suivi, je lui ai dit, chérie, vraiment, merci beaucoup de m'encourager, parce que, effectivement, j'aurais pu aller faire des prêts pour l'emmener dans une clinique et autre. Mais elle a refusé, et puis on a effectivement allé dans un hôpital public. Je t'assure que lorsque elle a accouché, je suis allé la voir, je suis rentré dans la chambre. Je suis allé la voir, je suis rentré dans la chambre. Quand j'ai vu les conditions dans lesquelles elle était, avec la petite, elle était au milieu de 6 autres femmes qui venaient aussi d'accoucher. Les conditions étaient bizarres. Mais malgré cela, elle avait le sourire, elle était là. Quand j'ai quitté la chambre et que je me retournais vers la voiture, écoute, tu sais ce qui s'est passé? J'ai coulé une larme. J'ai commencé Mhm. à pleurer. Et quand je pleurais, je suis rentré dans la voiture. J'ai dit à Dieu, c'était un moment profond pour moi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est la dernière fois que je mets mon épouse dans ce genre de conditions pour accoucher. C'est la dernière fois que je la mets dans ce genre de conditions sanitaires. Je vous assure que c'était pour moi le moment où j'avais décidé que ma famille passe à un autre niveau. J'avais décidé au fond intérieur de moi que on ne pouvait plus continuer à avoir ce niveau de vie. On ne pouvait plus continuer à avoir ce niveau de vie, tout simplement. Donc, j'avais décidé, en fait, de shifter ma famille à un autre niveau. Et je ne savais pas comment ça allait se faire. Mais j'étais plus que convaincu qu'après ce moment, les choses allaient changer. Et effectivement, c'est ce qui s'est effectivement passé. Je ne sais pas comment le Seigneur va faire, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais finalement, ce qui va se passer, c'est que il y a eu des opportunités en fait qui vont arriver. Il y a eu des opportunités qui vont faire, des opportunités d'affaires, des opportunités professionnelles pour mon épouse, pour moi. Et je vous assure que notre prochain accouchement, et c'était 1 an et demi après, notre prochain accouchement, c'était en clinique, tout frais payé, ainsi de suite. Wow. Et ça, Wow. c'était clair dans Wow. ma tête. C'était Wow. clairement clair dans ma tête. Et les choses vont se passer exactement comme telles. Et puis, Mhm. voilà. Il y a eu des choses qui vont se positionner pour elle, pour moi, ainsi de suite. Et la famille, effectivement, est passée à un autre niveau. Donc, l'homme, à un moment donné, doit être prêt de dire, écoute, là, il faut que nous puissions passer à un autre niveau. Il faut qu'elle puisse. Et mieux encore, quand elle est rentrée à la maison, je lui ai dit, si c'est dans ces conditions, tu ne peux pas recevoir les gens à l'hôpital, tu fais tout, vous faites tout pour vite rentrer à la maison et tout ça. Quand elle est rentrée à la maison, je lui ai dit, chérie, je m'excuse de t'avoir mis dans cette condition, mais je peux t'assurer que c'est la dernière fois que tu vas y arriver, que tu vas y aller. Et elle a compris, et nous avons commencé à travailler dans cette mentalité. Nous avons commencé à travailler avec cet esprit qu'il fallait que notre famille passe à un autre niveau. Ouais, Donc, c'est ouais, l'homme ouais. qui définit ça. C'est l'homme qui dit, voilà, maintenant, on a tout le temps été en vacances à tel endroit. Il faut qu'on aille maintenant en Mhm. vacances à tel autre endroit. Et pour aller en Ouais. vacances à tel autre endroit, il faut qu'on puisse faire des sacrifices. Voici ce que je propose comme sacrifice à faire. Maintenant, Mhm. débrouillons-nous pour y arriver. Donc, si tu dis à ta famille, à ton épouse, à ta conjointe, voici ce que j'aimerais que nous puissions faire, voici ce que Mhm. j'aimerais que nous puissions arriver, tu te dis, nous devons faire des sacrifices, vous allez faire des sacrifices ensemble, et ce que tu as promis, pourvu que tu le fasses. Parce que l'erreur aussi, c'est de dire aux gens, écoutez, voici de faire les sacrifices, qu'on fasse les sacrifices, et que finalement, ce que tu as promis derrière le sacrifice ne soit pas donné. D'accord? Donc, Ouais. voilà. Donc, c'est Tu vois, l'une des par responsabilités rapport à aussi ce de l'homme. point, et question, avant que tu passes, je ne sais pas si tu auras un deuxième point par rapport à la responsabilité de l'homme, mais par rapport à ce point, je me rappelle avoir suivi des enseignements, que ce soit chrétiens, et d'autres enseignements aussi sur Mhm, la famille, sans juste, entre guillemets, juste laïque. Mais c'est vraiment ça qu'il disait. Et il disait surtout par rapport aux enfants, quand ils sont un peu grands, genre, je sais pas moi, 9, 10, aujourd'hui les enfants comprennent les choses ouais. un peu tôt.
Et ils disent même inclure les enfants, en fait. Ne pas faire genre, les enfants ne savent pas ce qui se passe. Qu'ils sachent que, OK, les enfants, vous savez, là, on habite dans tel quartier. Je sais pas moi, vous étudiez, je sais pas, je dis n'importe quoi, à l'école française. Oui, mais on peut pas s'offrir des maisons à tel endroit. On peut pas s'offrir des vacances en France comme vos collègues. En fait, ce que votre mère et moi, on s'est dit, c'est qu'on vous donne le meilleur dans l'éducation. Bien, là, vous étudiez à l'école publique, on habite dans ce quartier parce que on s'est dit qu'on veut acheter une maison, je sais pas, et c'est votre héritage. En tout cas, toujours dire, je sais pas moi, des sacrifices, hein, papa peut-être veut reprendre l'université, après il peut avoir un poste. Donc, ils disent que même si les enfants n'ont pas leur mot à dire, c'est toujours bien qu'ils sachent au lieu de leur imposer des trucs comme ça. Et voilà, ça n'aide pas et ça met des tensions dans la maison et ça n'aide vraiment pas. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour te le dire, cet état de fait, que nous le voulions ou pas, nous avons tous fait avec le Covid. À un moment donné, on a dû réunir toute la famille pour dire, écoutez, pour dire aux enfants, si aujourd'hui on n'arrive plus à sortir, c'est parce qu'il y a telle chose dehors. Donc, bien évidemment, quand on doit emmener toute une famille dans un certain état de fait, il faut effectivement les réunir et leur faire comprendre que si nous vivons de façon restreinte, si nous vivons de façon serrée maintenant, c'est parce que nous voulons faire telle chose demain. C'est parce que nous voulons arriver à tel endroit. Et quand tu le leur dis, il faut pouvoir aussi le réaliser. D'accord? Donc, c'est l'homme qui va chéchiner pour y arriver. Donc, c'est ça aussi une responsabilité de l'homme. Et pour moi aussi, c'est très important de le faire. Donc, tout ce qui est lié aux finances, tout ce qui est lié à la croissance des enfants, tout ce qui est lié à la croissance de la famille, de son époux, c'est à lui de le faire. Et aussi, il y a une chose très importante qui est l'une des responsabilités de l'homme, c'est l'attention, l'amour porté sur son épouse. Parce qu'en fait, pour moi, je pense que la famille, le cœur, le battement du cœur de la famille, c'est la femme. C'est la femme. C'est ton épouse. C'est elle qui fait battre le cœur. C'est elle qui fait battre le cœur de la famille. C'est elle le cœur plutôt de la famille. Donc, elle a besoin d'être pouponnée. Elle a besoin d'être attentionnée. Elle a besoin d'être encouragée. Elle a besoin d'être fortifiée. Parce que si le cœur s'arrête de battre, la famille est foutue. C'est très important. Donc, parfois, on veut venir comme je sais pas comment ils appellent les médecins, l'appareil qui vient ranimer le cœur, là. Comment on appelle ça? C'est ça, petite réanimation. Voilà. Bref. Parfois, en fait, on vient avec des thérapies. Avec des défibrillateurs. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, on vient parfois avec une thérapie de choc pour réanimer le cœur de la famille parce que quelque part, on l'a laissé mourir. D'accord? Et pour justement éviter que ce cœur ne meure, il faut que l'homme puisse être à l'attention de son épouse. L'homme doit être attentionné, l'homme doit pouvoir lire les différentes variations, les différents changements de son épouse pour dire, ah, chérie, tu étais comme ça, tu faisais ça, mais je viens de remarquer telle touche. Qu'est-ce qui ne va pas? 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 Parce que toutes ces choses, tous ces petits signes vont l'emmener à un état de fait. Donc, elle va finalement tomber très bas. Et après, tu seras obligé d'être là en train de réanimer, c'est plus difficile. Donc, pouvoir lire dans les lignes de la vie de son épouse et dire, chérie, il y a quelque chose qui ne va pas. Chérie, il y a telle chose qui ne va pas, telle chose a changé. Qu'est-ce qui finalement ne va pas? Récemment, j'ai eu cette situation dans ma famille, justement, où il y avait des signaux, et j'ai pas fait attention à ces signaux. Et les signaux ont créé un état de fait. Et c'est maintenant que tu viens pour te rendre compte que, il y a un problème. Et c'est là qu'on te rappelle que voici tous les signaux que je menais, que j'étais en train de t'envoyer et que tu n'as pas fait attention. Donc, il faut faire attention à tous les signaux que nos femmes nous emmènent. Si tu as une femme qui était très attentionnée, qui avait l'habitude d'être très présente, qui avait l'habitude d'être tout le temps à la cuisine, et qu'à un moment donné, elle ne le fait plus, ou bien à un moment donné, elle passe plus de temps au lit, à un moment donné, elle ne fait plus attention à la famille, elle ne fait plus attention aux enfants. Ce sont des signaux qu'elle t'envoie. Ce sont des signaux qu'elle t'envoie. C'est ta responsabilité de pouvoir identifier ces signaux-là et très rapidement faire ce qu'il y a à faire. Parce que sinon, tu seras devenu comme un médecin en train de vouloir utiliser les défibrillateurs, ça va être trop tard. D'accord. D'accord. Et au niveau des responsabilités des hommes, il y a d'autres points. Salut, tonton Morel, salut Francis, salut tous ceux qui nous rejoignent. J'ai vu tellement de gens qui nous ont rejoints, tellement de gens. Il y a Onésia qui appelle les hommes, hein, venir ici voir et tout ça. Samy, Estaya, Barry, vraiment, bonjour à vous tous. Il y avait Onésia qui avait une question, mais je crois que tu as pratiquement déjà répondu à la question. Je t'ai inspiré. Est-ce qu'il y a une autre... Oh là là, voiture.
Est-ce qu'il y a une autre responsabilité des hommes ou bien est-ce qu'on va passer aux responsabilités des femmes? Non, je pense qu'on peut passer aux responsabilités de la femme. On pourra revenir dessus dans les questions s'il y a autre chose. Mais c'était important pour moi D'accord, d'accord. de mettre cet accent, de mettre cette emphase en fait sur l'effet famille, Mais, d'accord, sur chef de famille et développement personnel ouais. de chaque personne. Donc, voilà. Mais Elijon, je voulais quand même poser une dernière question pour Oui, la responsabilité des hommes. Salut Lindsay. oui, Peut-être après les gens vont ajouter des questions, mais avant qu'on passe à la deuxième partie, il y a beaucoup de, je sais pas, en Afrique, des fois, on a un peu moins, on avait un peu moins ce problème. Bon, un problème, un état de fait. Mais j'ai l'impression que ça revient. Alors, je sais pas, toi et moi sommes chrétiens et pour nous, l'homme est la tête. Et la tête financièrement. Parce qu'on a parlé, on n'a pas bien, on n'a pas beaucoup parlé des oui. finances. Dans d'autres pays, il y a, c'est dans la tête des gens, surtout des femmes, c'est on est égaux, on est tous là supposés à apporter 50-50, pas plus au foyer. Mm. Maintenant, il y a une vague, surtout aux États-Unis, il y a une vague qui revient maintenant sur la féminité, sur l'homme doit être la tête, ça veut dire que l'homme doit pouvoir financièrement. Oui, je peux aider, oui, mais c'est l'homme qui doit pouvoir. Les explications, c'est que la femme étant féminine, la femme n'étant pas faite pour pouvoir, elle peut pouvoir, mais ça affecte ses sentiments et ça affecte ce qu'elle peut donner, comme tu disais qu'elle est le cœur du foyer. Et après, on voit des foyers qui explosent, des femmes qui, voilà, des foyers qui explosent, des femmes, des fois aigries, des fois, en fait, c'est le poids des responsabilités qui, Mhm. selon les gens qui ont cette thèse-là, n'incombe pas à la femme. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ça financièrement, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'on fait moitié-moitié en sachant que normalement, c'est toi qui dois pouvoir au moment où tu auras plus d'argent, tu auras totalement pouvoir. Qu'est-ce que tu penses un peu de ça, en gros? Non, je pense que je l'ai dit que c'est l'homme qui est garant de satisfaire les besoins vitaux de sa famille. Donc, les besoins vitaux, c'est se nourrir, se vertir et tout ça. Et ça a besoin de finances et c'est lui qui est censé les mettre à disposition. C'est l'homme qui est garant de la situation financière de la famille. Maintenant, il est important de comprendre que, et ça c'était ma conclusion, mais je peux en parler maintenant, il est important de comprendre que bien que les responsabilités soient pleinement partagées entre le conjoint et la conjointe, il est important de comprendre que nous sommes une équipe. Et une équipe, à un moment donné, est appelée, en fait, à s'entraider, à s'entraider, à s'unir. D'accord? Et sur beaucoup de points, on peut s'unir. Sur beaucoup de points, on peut s'encourager, on peut s'entraider. Et sur l'aspect financier, c'est le cas. Parce que on va être très simple. Si la femme décide de dire que toutes les charges sont, sont de la responsabilité de l'homme, il pourra le faire. Mais la vérité, c'est que il y a un niveau d'épanouissement qu'ils n'auront peut-être jamais. Il y a un niveau d'épanouissement qu'ils n'auront peut-être jamais si la femme apportait aussi pour elle. Parce que très souvent, dans le cas où la femme gère ses finances de ce côté, elle le fait pour elle, elle le fait pour ses enfants, un peu moins, elle le fait pour elle, pour ses enfants, un peu dans la maison, et ainsi de suite. Mais pour tout ce qui est lié à cet autre niveau, moi j'appelle ça les extras, ou encore, comme on appelle, la levée d'immobilisation et autres. C'est difficile pour l'homme seul d'y arriver, de gérer déjà le quotidien et de pouvoir penser immobilisation, de pouvoir penser et bien, ainsi de suite. D'accord? Donc, pour que cela se fasse très vite, c'est plus facile quand la femme vient emmener sa contribution. Voilà. D'accord. D'accord. On va passer alors au deuxième point, les responsabilités des femmes, parce on a trop remis les hommes sur le droit de chemin. Maintenant, les femmes, nos responsabilités à nous. Mais c'est important de le dire pour les hommes, c'est très important. Alors, la femme, comme je l'ai dit au départ, sa responsabilité majeure et par laquelle va découler toutes les autres responsabilités, c'est que la femme est le chef du foyer. Au départ de l'émission, j'ai pris le soin de faire la différence entre famille et foyer. J'ai clairement expliqué que la famille, c'est l'ensemble formé du père, de la mère et des enfants. Donc, ce sont les personnes physiques l'ensemble formé du père, de la mère et des enfants, les personnes physiques en tant que telles. Le foyer, c'est l'endroit physique où vit la famille. D'accord? Et la femme est le chef de ce foyer-là. La femme est garant, d'accord, de la gestion du foyer. D'accord? C'est la femme qui est garante de l'harmonie du foyer. Toutes les personnes
l'harmonie du foyer. L'harmonie du foyer dans le sens de faire de ce foyer-là un havre de paix. J'ai un exemple souvent que je donne. Un homme qui quitte son travail, un homme qui après le travail, d'accord, n'a pas envie de rentrer chez lui et qui trouve des prétextes pour passer du temps dehors, c'est un homme qui a un problème dans son foyer. C'est un homme qui n'a plus pour qui le foyer n'est plus un havre de paix, le foyer n'est plus un lieu d'harmonie. Le foyer, un homme qui a un foyer qui est harmonieux, un foyer qui pour lui est un havre de paix, toute la pression qu'il reçoit au travail, il n'a qu'une seule envie, c'est de rentrer à la maison pour que cette pression diminue. Le foyer doit pouvoir être un lieu de refuge pour le mari, un lieu de refuge pour les enfants. Il en est de même pour les enfants aussi. Des enfants qui tout le temps veulent être avec leurs camarades dehors, des enfants qui tout le temps veulent être avec des amis, ce sont des enfants qui n'ont pas envie de rester à la maison. Et s'ils n'ont pas envie de rester à la maison, c'est qu'il y a un problème à la maison. C'est la femme qui doit s'assurer que la maison est un lieu, un havre de paix pour les personnes qui y vivent. C'est un lieu de refuge, c'est un lieu où les personnes, lorsqu'ils arrivent, ils se sentent bien, ils se sentent à l'aise. Vous allez voir, il y a des endroits où tu pars, il y a des familles dans lesquelles tu pars, tellement tu vois l'harmonie qu'il y a dans la famille, la manière dont les choses se font, tu n'as même pas envie de rentrer, de repartir, parce que tu te sens bien là-bas. C'est le rôle de la femme. C'est le rôle de la femme. C'est la femme qui doit s'arranger pour que cet endroit-là, physique, soit vraiment un havre de paix, soit un endroit d'amour, soit un endroit où les personnes qui y vivent ont envie de vivre et ont envie d'y rester. Donc, cela va passer par plusieurs choses. La manière de gérer le personnel est dans la manière de gérer le personnel est dans la manière de disposer la maison, la décoration, toutes ces choses. Voilà, c'est son rôle. L'autre rôle, c'est que avec ce travail-là qu'elle fait, comme je l'ai dit, c'est son cœur. Elle est le cœur, d'accord, de la famille. Donc, le cœur, c'est cet organe qui permet, comment on appelle ça, que le sang circule dans le corps. Donc, c'est le rôle de la femme. Le rôle de la femme, c'est de pouvoir prendre la vision de son mari, d'accord, et de pouvoir le rendre applicable dans la famille, de pouvoir le rendre exécutable dans la famille. Papa a décidé que nous puissions aller l'année prochaine en vacances à tel endroit. Nous devons faire des sacrifices, d'accord, nous devons faire des sacrifices. Donc, il y a côté nourriture, on va diminuer un peu la ration, on va peut-être diminuer un peu le repas, il y a des choses qu'on ne va plus acheter, on va faire attention à l'électricité, on va faire attention à ci, à ça. C'est la femme qui fait ça. C'est la femme qui s'assure que, alors, tout ce que mon mari et moi, nous avons convenu, il faut que je le mette en pratique là. Tu vois? Donc, j'ai l'habitude de dire en fait que la femme est le porte-parole de l'homme dans le foyer. D'accord? L'homme et la femme forment une équipe et l'homme est le leader. Mais très souvent, c'est la femme qui met en pratique. C'est elle qui met en pratique, c'est elle qui met en exergue, qui déroule en fait la vision de son mari dans le foyer. D'accord? Cela s'en va de la gestion des enfants, de leur éducation, d'accord? De la gestion, comme je l'ai dit, de la gestion du personnel aidant dans la maison. Cela va en fait de cette harmonie, de la couleur qu'il y a dans la maison. Voilà. C'est s'assurer en fait que son homme est heureux. Bon, pour ceux qui sont croyants, comme moi, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. D'accord? Donc, en fait, là, la femme est garante du bonheur de son mari. C'est vrai que le bonheur, c'est chacun qui le crée. D'accord? Mais dans le cadre du couple, de la famille, l'une des questions que la femme doit souvent se poser, est-ce que mon mari est heureux? Est-ce que mon mari est dans le bonheur? Elle doit souvent se poser cette question. Est-ce que mon mari est heureux? Est-ce que mon mari est dans le bonheur? À la réponse à cette question, maintenant poser des questions. Oui, il l'est. Non, il ne l'est pas. Pourquoi il ne l'est pas? Ainsi de suite. Donc, commencer à se poser des questions pour comprendre ce qui ne va pas au niveau du mari ou encore des enfants pour pouvoir le corriger. Donc, si la femme travaille à son bonheur, elle travaille ainsi au bonheur de son mari, au bonheur de ses enfants. Et elle est la main, comme j'aime le dire, c'est la main ouvrière, c'est-à-dire c'est la personne opérationnelle. L'homme, si on doit le voir comme une entreprise, l'homme est beaucoup plus à un niveau stratégique et la femme est à un niveau opérationnel. Elle met en exergue les directives, elle met en exergue la vision de son mari. En tout cas, il y a une question là qui vient appuyer ma question.
Oui, Soline, tu vas-y. demandes est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux? Et moi, je me suis posé cette question, j'allais me dire, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ne peut pas rendre les hommes heureux, surtout les hommes. On a l'impression que les femmes, on peut les rendre heureuses, mais les hommes, franchement, il y a des gens qui disent partout dans la rue hein, que les hommes ne sont jamais totalement heureux. C'est pour ça d'ailleurs, entre guillemets, ils vont toujours voir dehors. Comment savoir vraiment? Est-ce que la personne va te dire et comment savoir qu'une personne est heureuse? Moi, je pense que c'est le Entre-temps, contraire. peut-être qu'il faut que les questions se posent des deux côtés. Hein. Mais c'est ça, je pense que tu l'avais dit quand tu avais parlé des hommes. Tu avais dit qu'il faut qu'on Oui. cherche à savoir ce que ta femme a, comment ça se passe, comment ça évolue. Mais comment savoir si ton homme est vraiment heureux? Est-ce qu'on peut Mais savoir même? moi, je pense, est-ce que c'est pas plutôt le contraire? Est-ce que c'est pas la femme qui n'est jamais heureuse? Est-ce que c'est Oh pas là plutôt là la là femme là là qu'on a là. l'impression que la femme n'est jamais heureuse? Bon, moi, je pense, ça, c'est mon avis. Euh, l'homme, un homme qui a une femme qui lui est attentionnée, une femme qui lui est soumise, d'accord? Une femme qui lui est soumise, pas dans le sens de l'esclavage, quoi que ce soit, non. Mais dans le sens plutôt, en fait, d'une soumission, dans le sens d'écouter et de mettre en place. D'écouter et de mettre en place. La soumission, à mon avis, c'est pas de dire, écoute, chérie, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? C'est pas ça le problème. Tu peux bien dire bien étant soumise, tu peux bien dire, chérie, on peut faire comme ça. Est-ce que tu ne pourrais penser pas qu'on pourrait faire comme ça? Mais ne pas être soumise, c'est de dire, chérie, ce que tu veux me dire, ça n'a aucun sens. Moi, je ne peux pas le faire. Ça, c'est un manque de soumission. D'accord? Donc, l'homme qui a trouvé une femme qui lui est soumise, l'homme qui a trouvé un endroit, le foyer, où il se sent bien, où il se sent à l'aise, où lorsqu'il rentre chez lui, on ne le bastille pas avec 50 000 questions, où lorsqu'il rentre chez lui, il est en paix, où lorsqu'il rentre chez lui, il trouve le sourire d'une femme qui est déjà là en train de l'accueillir. Toutes ces choses contribuent au bonheur de l'homme. Souvent, l'homme n'a pas besoin de plus. C'est vrai qu'il y a cet aspect sexuel où il y a la fréquence des rapports, tout ça là qui rentre en jeu, mais c'est tout simplement cela. Donc pour moi, oui, l'homme peut être heureux. Et il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs qui sont heureux, comme Monsieur Minta, j'en suis presque sûr. Mais... Comme il n'est pas dans le sûr. j'espère qu'il ne va pas venir en commentaire à le point. Mais voilà. Non, mais en même temps, est-ce que le bonheur, c'est aussi quelque chose qu'on travaille, n'est-ce pas? Je sais pas. Parce que, voilà, c'est pas les films, c'est pas telenovelas, c'est pas Barbara Carton, hein, voilà. Ça sera pas les pleurs tous les jours, ça sera pas, probablement pas des mon amour tous les jours, même si on voudrait bien ça. Mais voilà, est-ce que aussi, il faut pas savoir quelle est la définition qu'on se donne du bonheur? C'est ça aussi. Oui, tout à fait. En fait, souvent, voilà, actuellement, c'est souvent le cas. On dit en fait que le bonheur, c'est chacun qui crée son bonheur. Donc le bonheur se crée et chacun crée son bonheur, chacun est dans le bonheur selon ce qu'il conçoit. Donc c'est chacun qui crée son bonheur. Mais je pense que il y a la femme vis-à-vis de l'homme a un très grand rôle à jouer dans le bonheur de l'homme. De la même façon, l'homme aussi a un très grand rôle à jouer dans le bonheur de la femme. Tu ne peux pas demander à une femme pour laquelle tu n'es pas attentionné, une femme pour laquelle tu n'es pas amoureuse, une femme pour laquelle tu n'es pas là tout simplement. Tu ne peux pas lui demander de t'être soumise. Tu ne peux pas lui demander aussi de te donner du bonheur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je pense que ce sont des choses, en fait, qui sont des préalables qui sont là. C'est complètement, ce n'est pas possible que tu dises à une femme, sois soumise, donne-moi du bonheur, alors que toi-même en retour, tu ne fais absolument rien. Alors que toi, en retour, tu n'es pas là. Lorsqu'elle a besoin de toi, tu n'es pas là. Lorsqu'elle a besoin que tu puisses l'accompagner, ne serait-ce qu'un jour pour aller faire du lèche-vitrine, tu n'es pas là pour le faire. Hey, surtout ça. Comment est-ce que tu veux, en fait, que cet homme-là, cette femme-là t'est soumise? Non. Il y a des choses que la femme veut faire une fois en passant, qui pour elle sont très importantes et qui pour toi ne sont pas du tout importantes. Quand tu lui donnes ce temps-là de le faire, mon frère, tout ce que tu veux après, tu l'as. J'ai cette question que j'ai l'habitude de poser à mon épouse. J'ai l'habitude de lui dire, écoute chérie, qu'est-ce que tu aimerais faire ce mois? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans cette période? Quel est le cadeau que tu aimerais avoir? Parce que bon, moi personnellement, je suis quelqu'un souvent, j'ai du mal à faire des cadeaux, donc parfois je pose la question. Qu'elle me le dit et que
je peux le faire, je n'hésite pas à le faire. Elle me dit, j'ai besoin de ça, je n'hésite pas à le faire parce que je sais que ce sont des petits trucs qui, pour moi, peut-être sont insignifiants, mais qui pour elle sont importants et qui vont revenir après vers moi sous forme d'amour, sous forme d'attention, sous forme de soumission. Donc, je l'ai fait tout simplement sans me poser 50 000 questions. Voilà. Même si j'ai suivi aussi, excuse-moi, je te coupe la parole, j'ai suivi aussi un enseignement, toujours de Dr. Miles Monroe, parce que je suis beaucoup fait à son âme, encore une fois. Et il disait ça, à un moment, il disait, il y a des hommes, les gens disent, mais tu es vraiment bête et tout. Il dit qu'il y a des hommes, genre, peut-être la journée, il appelle sa femme, allô, ça va ma chérie, ça va ta journée et tout. Après 2 heures, il dit, oh, chérie, tu vas plus faire cette course, c'est ça. Les gens disent, mais tu es bête, toi, mais tu cours tout le temps derrière ta femme comme un petit chien et tout, tu vas la retrouver le soir à la maison. Il dit, mais vous savez pas qu'il est en train d'arroser son espace. Quand il va arriver à la maison, la femme sera de bonne humeur, elle sait que son homme l'aime. En fait, c'est vrai que tu m'aimes, mais par moments, les hommes, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la tête à montrer qu'ils aiment. Donc peut-être faire cet effort extra, nous, généralement, sauf s'il y a un problème, généralement, on accueille ça super bien, quoi. Et c'est inconscient, en fait. C'est très important. Je me rappelle très bien, un de mes collègues, mon collègue au bureau m'a dit un jour, mais Elijon, tu passes tout ton temps avec ta femme, mais quand tu es au bureau, quand on regarde ton téléphone, c'est toujours avec elle que tu es en train de parler. Il m'a fait cette remarque. En fait, pour moi, c'était inconscient même. C'était inconscient. Parce que je n'ai pas l'habitude de parler à beaucoup de personnes. Sur mon téléphone, c'était avec elle que je parlais encore. Oui, effectivement, parfois même elle est en train de se plaindre, mais il faut l'écouter. Il faut l'écouter, il faut lui répondre, il faut l'appeler. À la pause, tu l'appelles. Même si elle n'est pas à la pause, tu l'appelles. Parfois, mais tu fais exprès de la déranger pour lui montrer derrière aussi. Quand tu m'appelles souvent, ça me dérange. Mais voilà. mais voilà, en fait, c'est de bonnes guerres. Comme tu l'as dit, ça prépare en fait, ça prépare la femme. Et comme on le dit souvent, ça te revient aussi à toi sous forme de soumission, sous forme d'attention, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est très important d'être là au petit. Soli m'a dit, elle a écrit, elle veut iPhone 10. Elle a dit, elle veut iPhone 10, il y a les témoins. Elle m'a déjà dit ça. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je savais qu'elle allait profiter de ça pour dire tout ce qu'elle veut. Elle m'avait déjà dit ça. Et je l'ai déjà dit que c'est en préparation. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Elle va te le montrer quand elle aura. Quand elle aura, elle va te le montrer. En tout cas, elle doit me montrer. Elle doit me faire aussi la photo. Voilà, que Dieu fasse que Corona stoppe ces histoires. Comme ça, elle va me faire une photo. Et puis, quand même, j'aurai une photo avec iPhone 10. Ah, ça, voilà, c'est bien ça. Important. Mais il y a une autre responsabilité de la femme ou bien tu peux qu'on réponde aux questions? Alors, je pense que j'ai fait le tour pour la femme. Je regarde rapidement mes notes. Parce qu'il y a une question de Chris. Oui. Il y a une question de Chris. On peut y aller. Salut Chris déjà. Salut Chris. Il y a une question de Chris qui dit, dans cette société moderne, si la femme travaille et que son travail l'empêche de tenir son rôle à 100%, l'homme doit, je crois qu'il veut dire, doit peut-être se reconvertir en lieutenant. Point d'interrogation. Alors. La question a bien commencé, mais vraiment. Comment on fait? Moi, je suis dans les deux sens. Dans les deux sens, c'est gens, parce qu'il y a aussi des hommes. Franchement, je sais que tu as dit que être soumis, c'est suivre la vision. Mais il y a des hommes qui soit n'ont pas de vision, soit n'ont pas de bonne vision. Et que faire en ce moment-là, dans les deux côtés? Que faire? Parce que, voilà. Alors, je vais commencer par l'homme qui n'a pas de vision. C'est vrai qu'on dit souvent que la nature aurait du vide et que s'il n'y a pas de si quelqu'un n'arrive pas à faire son travail, l'autre va vouloir le faire. Donc, si l'homme n'arrive pas à satisfaire ses responsabilités, la femme va le faire à sa place. Mais c'est très faux. Il faut faire qu'on fasse attention. Si tu es un homme qui n'a pas de vision, ou du moins qui n'est pas prêt à avoir une vision, je pense qu'il faut l'emmener vers ça. D'accord? Il faut l'emmener vers ça par des petites questions. Chérie, où est-ce que tu nous vois dans 5 ans? Des petites questions très simples. Chérie, où est-ce que tu nous vois dans 5 ans? Chérie, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pendant les vacances prochaines? Chérie, est-ce que tu penses qu'on pourrait déménager? Des choses, des petites questions qui vont l'emmener en fait à se poser des questions. Mais pourquoi je ne me suis pas posé des questions? Et qui dans sa réponse vont l'amener en fait à définir, bon, écoute chérie, dans 5 ans, effectivement, on pourrait être dans tel quartier. Dans 5 ans, on pourrait être dans tel pays. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, ça crée la discussion et vous commencez à discuter. Donc, toi, tu as juste allumé l'étincelle. Et je vous assure que, pour ce fait, par exemple, j'apprécie beaucoup ma femme. Elle est très forte dans ça.
Elle sait comment emmener la chose pour te faire comprendre que c'est pas qu'elle fait la décision, alors que quelque part, elle a plus le temps elle a plus le temps de penser à ça. Juste pour dire, en fait, que c'est à la femme d'être stratégique, connaissant son homme, connaissant ces moments où il se sent bien, ainsi de suite. Tu lui fais son meilleur plat, il rentre à la maison, tu lui fais son meilleur plat, il s'assied dans vos discussions, tu lui dis, ah, mais chérie, où est-ce que tu nous vois dans tel truc? Tu penserais pas qu'on pourrait faire ça? Je voulais te laisser une toute pour lequel tu puisses réfléchir, chérie. Voilà. Et tu l'emmènes à réfléchir et il revient avec des solutions. Et même si il y a des solutions, tu donnes aussi ton avis et puis vous y allez. Mais ne jamais dire, chérie, je pense que nous devons déménager. Chérie, je pense que nous devons acheter ça, nous devons faire ci, nous devons faire ça. Si tu viens le lui faire comme, en fait, un ordre, ou bien comme le fait que tu as réfléchi et que tu as trouvé une superbe idée pour la famille, tu es en train de frustrer ton homme sans le savoir. L'idée peut être bonne, elle peut être superbe, il va dire oui, c'est bon, je suis d'accord, mais au fond de lui, il est diminué. Ouais. Il aura l'impression, en fait, voilà, il aura l'impression, en fait, d'être inutile. Il aura l'impression, en fait, de ne plus être important dans ton couple. Et si ça commence comme ça, si tu es en train de l'envoyer dehors. Parce que, attention, les petites filles qui sont dehors, elles ne disent absolument rien. Elles attendent qu'on leur dise fais ça et puis elles le font ainsi de suite. Donc, savoir emmener la chose et le faire. La deuxième question, c'était liée au fait que lorsque la femme travaille, elle n'a plus tout le temps pour faire ce qu'il a fait dans le foyer. Je suis complètement d'accord. Et j'en ai discuté même récemment avec mon épouse. Je pense qu'il est partagé aussi sur mes réseaux sociaux. Je disais que moi, à mon avis, le travail salarié d'une femme est dangereux. Est dangereux pourquoi? Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On haïra l'un, on aimera l'autre. Une femme qui a un patron se doit de respecter les exigences du patron. Qui a un mari se doit aussi de respecter les exigences du mari. Donc, à un moment, la femme va toujours se trouver dans une position où elle va se poser la question, est-ce que je fais ce que mon patron me dit, mais je fais ce que mon mari me dit? Et elle en choisira forcément un. Soit c'est le mari qui sera délaissé, soit c'est le patron qui sera délaissé. Et si le patron est délaissé, là, il a des problèmes dans son lieu de travail. Si c'est le mari qui est délaissé, là, il a des problèmes dans son foyer, ainsi de suite. L'autre chose, c'est que une femme qui travaille pour quelqu'un, une femme qui travaille pour une entité ou quelqu'un, elle n'est plus maître de son temps. Elle n'a plus le temps, en fait, de pouvoir être là pour son mari, être là pour ses enfants, être là pour s'assurer que le foyer qu'elle est en train de bâtir, c'est un foyer qui est harmonieux, c'est une havre de paix, ainsi de suite. Elle a moins de temps pour le faire. Et c'est ce qui va emmener beaucoup de femmes qui ont envie de faire ces deux choses à encore plus se fatiguer. Parce que je prends par exemple l'exemple de mon épouse. Elle travaille, et puisqu'elle travaille, elle est obligée de rentrer tôt. Elle rentre tôt, au lieu d'aller se laver comme moi j'aurais fait et venir m'affaler dans le salon, elle est obligée de déposer son sac, de rentrer dans la cuisine, ainsi de suite. Voilà. Donc, le mieux, effectivement, pour une femme, c'est de la mettre dans un système où elle est maître de son temps. Donc, elle est entrepreneur, elle a son propre temps, elle est maître de son temps, elle définit en fait son emploi du temps selon, et dans son emploi du temps, elle tient compte des besoins de sa famille. Donc, même si elle a un business où elle est à son propre compte, où elle doit sortir, ainsi de suite, elle tient compte des besoins de sa famille et elle crée son emploi du temps selon les besoins de sa famille et après elle se fait de l'argent. Donc, elle est maître de son temps, elle est maître de son argent, ainsi de suite. C'est vraiment la meilleure solution. Mais bien évidemment, ce n'est pas automatique. Là aussi, c'est une vision, c'est quelque chose qui doit être travaillé sur le long terme, ainsi de suite. Voilà. Mais, et c'est la raison pour laquelle, justement, on doit s'aider. C'est la raison pour laquelle on doit s'aider. Il faut que l'homme aussi, à un moment donné, lorsqu'il rentre à la maison, il puisse prendre les enfants pour les faire laver, les habiller, les donner à manger. L'homme aussi, parfois, quand il rentre à la maison, fait un petit repas pour alléger son épouse. Ce sont des choses qui sont possibles. C'est là où on doit vraiment s'aider, on doit vraiment s'entraider. Parce que c'est le système, comme l'a dit Chris, c'est le système dans lequel nous sommes aujourd'hui. D'accord? Mais cela ne doit pas nous emmener à perdre les bases. Les bases doivent rester. Et maintenant, ce qui va venir, maintenant, c'est beaucoup plus de l'entraide, du soutien mutuel. Voilà. Alors, moi, je vais juste ajouter, en tant que femme, hein, et je suis exactement dans la situation dont tu parles, je suis employée, je m'essaie entrepreneuse, j'ai des vidéos que je suis en train de faire, et franchement, c'est pas évident. Mais, oh là là, on est en train de finir, mais peut-être qu'on va relancer après, parce que je pense que ça va nous couper. Je vais juste couper et relancer, Jean.
Comme ça, on va clôturer. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, ça va nous couper. D'accord. Sorry. On est en train d'arriver Restez en dans ligne. le live Ok. et n'oubliez pas de venir à nouveau, hein, quand ça va relancer. Alors, et ça va couper carrément.